Bonjour tout le monde, pour commencer, une petite devinette. Devinez qui je suis. Je suis un film de Nicolas Winding Refn. Je viens d'avoir la preuve ultime que je ne pourrais jamais aimer le cinéma de cet homme. Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de The Neon Demon, le dernier film de Nicolas Winding Refn. Je viens de comprendre que ce serait pas possible pour moi d'aimer un film de ce mec un jour parce que il vient vraiment et sincèrement d'essayer de se réinventer, d'essayer de parler d'un autre sujet dans son cinéma. Mais il vient de faire exactement le même film qu'avant et j'ai toujours détesté. Ça va être super chiant de parler avec ce truc, mais tout le monde peut faire son Winding Refn. On va mettre une petite lumière sur le côté, puis je la changerai peut-être à un moment si j'en ai envie. Donc il essaye d'explorer un nouvel univers en faisant un film centré sur les femmes. Et malheureusement pour lui, il va vers le cliché le plus absurde, enfin le plus total de la femme, qui est d'utiliser la mannequin et de se poser la question donc de la beauté. Donc quand il aborde les femmes, Nicolas Winding Refn, il n'y a que la beauté qui compte. Mais malgré tout, ça reste le même film qu'avant, c'est de la musique électro, des lumières stroboscopiques, des néons, d'ailleurs ça s'appelle The Neon Demon, donc dès le titre je savais que j'allais pas aimer, des personnages mutiques, j'en parlerai de Jessie, joué par Elle Fanning, mais alors c'est le personnage habituel de Winding Refn, et tout un travail uniquement dans les lumières, les décors aussi bien sûr, parce que les décors les lumières interagissent avec les décors, mais principalement sur la lumière et pas vraiment sur le reste, le fond, l'intérêt, les personnages, des choses dans ce genre-là. Et évidemment, ça se finit dans un bain de sang, littéralement, plus littéralement pour le bain de sang que pour le fini, mais littéralement ça finit dans un bain de sang. Donc vraiment, vous aurez rien de neuf par rapport à un autre film de Nicolas Winding Refn. J'ai quand même enlevé ce truc parce que c'est super chiant. Alors, The Neon Demon nous fait suivre l'histoire de Jessie, une jeune fille d'à peine 16 ans qui débarque à Los Angeles en espérant devenir mannequin. Et quand elle va arriver donc à Los Angeles, elle va découvrir ce milieu. Quand elle va arriver dans le milieu de la mode, ça va être la découverte pour elle d'un univers très particulier, où elle va être aussi bien la princesse que constamment en danger, parce que sa beauté attire aussi la haine de ses concurrentes et l'envie de certaines de ses concurrentes aussi. Et donc bien sûr, ça risque de passer un jour ou l'autre à des représailles. Donc ça va être le magnifique voyage de elle dans le monde de Jessie, jouée par Elle Fanning, dans le monde de la mode. Monde de la mode qui est représenté comme les femmes de façon extrêmement cliché. En fait, tout ce qu'il y a dans ce film est extrêmement cliché, aussi bien dans les thèmes que dans la façon de les tourner, que dans la façon de faire les choses. Et encore une fois, Winding Refn oublie quelque chose. Winding Refn est obsédé par le beau. Winding Refn veut filmer du beau. Sauf qu'il essaye de filmer du beau avant de trouver le sens que ça peut avoir, ou avant de se demander si le beau est pareil pour tout le monde. Ce qui n'est pas le cas. Le beau n'est pas le même pour tout le monde. Quand vous prenez Elle Fanning en mannequin et que vous dites « Oui, quand elle arrive, tout le monde se retourne sur son passage, elle est magnifique, elle a une aura, elle a un truc. » Non. Déjà, rien que dans le choix de l'actrice, il y a un truc qui va pas. Je sais très bien que Elle Fanning est une égérie de quelques marques de mode et tout dans ce genre-là, mais comme à peu près toutes les actrices jeunes, c'est uniquement pour s'intéresser à une démographie qu'on va chercher une actrice jeune pour parler à la démographie donc des jeunes filles de 14 et quelques années de l'âge d'Elle Fanning, pour qu'elle soit un modèle de référence pour elle. Mais c'est pas une nana sur laquelle on se retourne, c'est pas une nana qui a quelque chose de quoi que ce soit. Enfin, c'est rien que sa beauté à elle n'est que sa beauté à elle. Et tout le reste du film est un peu comme ça. Il fait que nous proposer des beaux plans et des trucs jolis et des belles lumières et des machins, mais le sens, gars, le sens. Et commencez pas à venir me dire, on a le droit de faire des films qui essayent de faire des trucs, où on va essayer d'aller vers d'autres directions, vers des machins. Ce film est une narration classique avec un début et une fin. C'est pas un film expérimental. Les films de Winding Refn ne sont pas des films expérimentaux. C'est des films qui utilisent des techniques expérimentales dans des films narratifs classiques. C'est-à-dire que c'est des films qui sont censés être le résultat de la recherche. C'est pas des films qui doivent faire une recherche, c'est des films qui sont censés être le résultat de la recherche. Amener la recherche qui a été faite dans les films indépendants, les films d'auteur, etc., les films d'art, et ensuite les amener dans une narration classique et de voir ce que ça peut servir, en quoi ça peut servir la narration. Et je suis désolé, mais une scène stroboscopique où une nana regarde avec beaucoup d'émotion une performance bondage avec une nana qui ne bouge pas au milieu d'un fond noir éclairé en bleu, je suis désolé, je ne vois pas ce que ça raconte. Et si ça ne raconte rien, ça ne sert à rien de faire un film narratif. C'est ça le truc, c'est tant qu'à faire, autant faire un pur délire, qui fasse du David Lynch, Nicolas Winding Refn. Ça pourrait être son kiff en plus, ça pourrait être vachement intéressant. Moi j'aurais très envie, et j'en ai encore plus envie après avoir vu ce film-là. Et une scène en particulier qui se passe dans une maison, une grande maison, un grand manoir Los Angeles, que Winding Refn fasse du film d'horreur, pur. Parce que là, il a présenté ce film comme une variation autour du film d'horreur.
Ce qui est pas vrai. Enfin, il y a des choses qui font peur, il y a des choses qui font, mais c'est pas une variation, c'est pas un retraitement, c'est pas utiliser les codes du film d'horreur dans un autre contexte pour en faire autre chose. Il y a vraiment pas de recherche à ce niveau-là. Mais moi, j'aimerais bien le voir faire un film d'horreur pur. Un film avec des esprits, des gens qui viennent te hanter, des démons, des machins. Ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien voir Winding Refn faire de ça. En plus, la peur, c'est que du figuratif. C'est que des trucs qu'on peut nous arriver dans la tête. Donc là, il pourrait s'éclater. Mais qu'il arrête d'essayer de faire des films narratifs avec des procédés comme ça ne veut rien. Il mélange des choses sans que ça ne veuille rien dire. Il mélange des choses, il filme ce qu'il a envie de filmer de façon belle. Et il se demande pas ce que ça amène. Je m'en suis rendu compte aussi, mais il tourne les films en temps réel, dans la durée chronologique, dans le temps chronologique du récit. C'est-à-dire que il tourne la première scène au début et la dernière scène à la fin. La plupart des films ne font pas ça, la plupart des films référencent par décor. C'est-à-dire qu'on arrive dans un décor et on tourne les scènes dont on a besoin au moment dont on a besoin, selon l'impact qu'elles vont avoir dans le décor, dans l'ordre dans lequel elles peuvent être mises. Il y a des scènes qui vont détruire le décor et donc forcément on les tourne après les scènes où le décor est plein, etc., etc. Lui, il veut le tourner dans le temps du récit parce que, non pas pour aider l'acteur à être dans une performance, pour avoir une meilleure vision, non, justement, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on sache pas où on va. Il dit, moi, ce que j'adore, c'est cette incertitude, quand on arrive sur le plateau, de tourner sans avoir la certitude qu'une autre scène de la fin du film peut déjà être faite, peut déjà être finie, et peut nous dire que c'est bon, là, on peut être un peu plus tranquille. Il veut que l'équipe soit constamment en train de se donner au max parce qu'elle ne sait pas ce que le film va donner au final. Pour que le film soit bon, il faut qu'il se donne au jour le jour. C'est intéressant comme méthode de travail. Je dis pas le contraire. J'aime bien cette idée de recherche. Mais au final, ce que ça donne avec Winding Refn, comme il n'aime pas, parce qu'il aime pas trop la narration et il préfère le symbolisme. J'aime beaucoup le symbolisme aussi, mais pas tout seul, ça sert à rien. Et utilisé comme ça ne sert à rien non plus parce que effectivement, il a pas de vision globale de son film. Je crois que c'est vraiment un mec qui fait ses films. Il a un script, bien sûr. Il sait quel est son point A, son point B, mais il a pas un montage précis en tête avant de commencer. Et c'est pas obligatoire du tout. Mais j'aime pas ça, c'est quand on bosse comme ça. Donc je peux pas aimer un de ses films. Même si c'était le meilleur film du monde, je pourrais pas l'aimer. Alors là, pour le coup, j'estime pas que The Neon Demon est le meilleur film du monde, mais il pourrait faire le meilleur film du monde que je ne pourrais pas l'aimer. Après, reste à évaluer ce qu'il fait en règle générale et essayer de comprendre son trip. Et j'essaye de le faire. Le problème, c'est que avec Winding Refn, comme il tourne ce qui est beau, je peux pas comprendre son trip. Parce qu'il met ce qu'il trouve beau. Il met le sens que lui voit à certains objets ou à certaines choses. Je repense à Only God Forgives, où il y avait toute cette scène autour d'une statue. Et la statue devait représenter normalement un des personnages du film. Et si on n'avait pas compris que cette statue représentait un des personnages du film, on n'avait pas compris tout le film parce que le Only God Forgives, c'était le God, en fait, c'était le mec représenté par cette statue. Donc s'il y a des trucs comme ça qui passent mal, c'est un peu compliqué. Je peux pas comprendre son message parce que j'ai pas les clés. Je trouve pas que ce soit un mec qui a vraiment quelque chose de si intéressant à apporter au cinéma. Il fait des images sympathiques, mais je trouve qu'il n'y a rien derrière. Bon, alors on va rentrer un peu dans le détail, parce que à peine, ça fait 10 minutes. Les femmes présentées dans le film sont des caricatures de mannequins, de femmes, de tout ce que vous voulez. Je vais éteindre la lumière parce que j'en ai envie. Il y a notamment toute une scène qui se passe dans les toilettes où elles sont en train de se parler, l'une avec l'autre, et on décrit du coup quels vont être les archétypes que sont ces personnages. Un personnage de cinéma est très souvent un archétype. On essaye de faire en sorte qu'il y ait un peu plus quand même à certains moments. On a la pute ou la salope ou comme on veut la pétasse. On a celle qui reste dans son coin, envieuse mais sans trop parler, qui est aussi un cliché qui existe pas mal au cinéma. On a l'initiatrice, c'est-à-dire celle qui va être beaucoup plus douce avec le personnage neuf, cette jeune ingénue que représente Elle Fanning. Et alors Elle Fanning, en jeune ingénue, mais toutes ces femmes-là sont des caricatures, mais caricatures à l'extrême. Il n'y a pas un dialogue de ce film qui fait vrai. C'est absolument atroce. La nana gentille est trop gentille, la nana pute est trop pute, la nana silencieuse est trop silencieuse, et Elle Fanning en jeune ingénue, c'est du surjeu. Alors ça m'a rappelé, si vous avez vu ce film La jeune fille à la perle, qui s'intéresse au peintre Werner, qui a peint ce tableau de La jeune fille à la perle, avec dans le rôle principal de La jeune fille à la perle, Scarlett Johansson, qui fait une performance comment appeler ça? Une carpe croisée avec une biche. C'est-à-dire, bon, je vais remettre un petit peu de lumière, on va faire un petit fondu. Waouh,
un petit fondu de lumière, on va aller vers beaucoup de lumière, et ensuite on va réduire un peu la lumière. Et cette performance je sais pas pourquoi, les ingénus, pour les réalisateurs qui tournent avec des femmes comme ça, sont des femmes qui restent les 3/4 du temps avec les lèvres entrouvertes, donc comme ça, et qui hésitent 3 heures avant de parler. Je ne sais pas d'où sortent ces personnages. Je n'ai jamais vu des gens se comporter comme ça. J'ai vu des gens timides, évidemment, mais ça n'a pas forcément de rapport avec l'ingénu, avec une sorte d'intelligence cachée, quelque chose d'un peu... Pourquoi est-ce que ils sont obligés, pour essayer de sexualiser les femmes, de les rendre muettes et la bouche entrouverte, prête à sucer sans doute. Oh là là, je vais un peu loin. Mais quand même, il y a des trucs un peu... je comprends pas ce que c'est censé apporter de... Alors par exemple, si Winding Refn est un mec qui fait des recherches et qui doit proposer des trucs un peu différents, qu'est-ce que ça propose, ces portraits de femmes là, de caricaturaux possibles sur la salope, la pétasse, l'ingénu, qu'est-ce que ça présente, ce genre de truc? Je comprends pas vraiment ce que ça apporte comme genre de choses. Évidemment, alors qu'on a la caricature de la femme, il avait déjà fait ces genres de nanas complètement muettes. La nana de Drive était exactement comme ça, et je l'avais détesté. Il y a aussi, comme dans Drive, le personnage de Jesse sort avec un mec. Évidemment, le mec a une belle bagnole. Je crois même que c'est l'inverse exact de Drive, c'est-à-dire que la bagnole était blanche dans Drive et elle doit être noire ici, ou un truc comme ça. Mais c'est presque exactement le même personnage. Qui était déjà le même personnage joué par Ryan Gosling dans une autre situation dans Only God Forgives. Donc là aussi, je veux bien moi qu'on fasse des recherches sur la lumière et les machins, mais ce serait bien d'essayer de trouver des nouveaux personnages aussi de temps en temps. Et encore une fois, il y a des réalisateurs qui ont des thèmes récurrents, qui ont des personnages qui reviennent souvent. C'est Jean-Pierre Jeunet par exemple, pour citer un mec que j'aime bien et essayer de me mettre dans la merde. Mais justement, il crée un nouveau personnage à chaque film. À chaque fois, il y a un nouveau personnage central. Et si c'est pas le personnage central qui change, ce sera tous ceux autour de lui qui vont changer. Il y a un besoin de se réinventer chez Jeunet. Et d'ailleurs, le seul que j'aime pas de chez Jeunet, c'est celui qui repique de partout, de Micmac attire l'arigot, qui pique de partout dans plein de ses films et qui fait rien de vraiment neuf par rapport à ce que faisait Jeunet avant. Donc, je reproche la même chose à Jeunet que ce que je proposais à Winding Refn. Sauf que Jeunet, il y a qu'un film où je le reproche. Winding Refn, tous ceux que j'ai vus jusque-là, je leur reproche la même chose. Alors il y a un truc bizarre, mais donc évidemment la musique, toujours la même chose, le même compositeur que pour Drive et les mêmes sonorités, pas toujours très juste par rapport aux scènes sur lesquelles elles sont mises. Et il y a un truc, c'est un moment, à chaque fois que jeune ingénu Jesse voit l'initiatrice, il y a une espèce de petite musique féerique avec des espèces de petits carillons qui débarquent et le machin. C'est l'extrême inverse, ça devient d'un seul coup d'un niais prononcé, débile, et ce n'est pas la vision du monde des personnages. Le personnage de Jessie n'est pas comme ça. Clairement, elle est pas comme ça. Et elle évolue, bien sûr, au fur et à mesure, mais quand elle débarque, elle est déjà pas comme ça. Donc ce travail de la musique est très étrange aussi. Et ce travail du rapport entre les deux filles avec cette musique un peu féerique là qui arrive à chaque fois, c'est complètement absurde. Évidemment, des imageries très étranges à comprendre, voire incompréhensibles tout court. Je parlais de la statue avec Only God Forgives. Dans celui-ci, nous avons littéralement The Neon Demon, donc un démon en néon. Il y a un moment où il y a 3 triangles en néon, dans le noir, qui apparaissent devant le personnage de Jessie, et elle le regarde et d'un seul coup elle change ou un truc. Je crois que tout le message de tout ça, c'est à quel point la mode et c'est l'appel de la lumière. C'est le travail l'appel des objectifs et des trucs dans ce genre-là, et du coup le fait que le personnage devienne fasciné par la lumière et donc un démon en néon. Mais même ça arrive tellement brusquement, tellement tard, et c'est tellement pas tenu dans la suite du film, que encore une fois, je comprends pas exactement ce que c'est censé venir me dire, ce que c'est censé représenter, ou plutôt si, je vois, mais je trouve que ça rate. C'est ça le truc, il y a beaucoup de films sur lesquels les gens me disent t'as pas vu ça. Si, je l'ai peut-être vu, mais j'ai peut-être trouvé que ça ratait aussi. Et donc là vraiment, je vois pas quoi sortir de cette idée-là et de ce truc-là, de toute cette séance. Je la rapprocherais d'ailleurs le Neon Demon de la scène
bondage dans le vide et dans le noir. Enfin, j'ai pas vu non plus le véritable sens. Parce que en étant mannequin, les femmes se torturent, c'est ça. Donc c'est pour ça, elle regarde une femme en train de se torturer, elle trouve ça beau. Mais c'est pas. Si c'est des films qui font de la recherche, c'est pas neuf tout ce qu'on voit là. Les messages sont ultra éculés, quoi. Et alors oui, bien sûr, comme c'est Winding Refn, il faut que ce soit malsain et qu'il y ait de la mort, mélange du sexe, de la violence et des lumières. On peut résumer un film de Winding Refn en 3 mots, c'est avec ça, sexe, violence et lumière. Donc il y a évidemment, alors il y a un personnage qui va avoir je peux pas le dire, sinon si vous allez le voir, vous allez avoir un spoiler, une scène trop tôt, mais il y a un personnage qui a un rapport étrange avec la mort, on va dire. Et on a d'un seul coup, en fin de film, presque fin de film, pas exactement la fin, un débarquement de la violence extrêmement brutal, mais disproportionné. C'est-à-dire que vous vous souvenez probablement de Drive avec la scène dans l'ascenseur où d'un seul coup on avait ce ralenti et le mec explosait la gueule de l'autre dans l'ascenseur. Là, à la limite le ralenti le préparait mieux et on sentait que ça allait être la merde. Là, en fait, le film avance et d'un coup, il y a un moment où une nana reçoit un coup dans la gueule et le coup a un son ultra violent qui explose complètement les enceintes de la salle et ensuite on part sur un passage vraiment film, pour le coup un peu film d'horreur, un peu thriller plutôt même. Mais ça débarque d'un coup sans réelle justification. Ça pouvait lui tomber sur la gueule, mais ça va quoi, fallait pas aller jusque là, et pour finir avec une fin complètement absurde. Alors évidemment tout est en symbolisme, mais donc forcément il y a des côtés absurdes, mais bon, pour vous dire à quel point tout est en symbolisme, il y a un moment où il y a un photographe. Alors les photographes, peut-être parce qu'ils font des photos, quand on les voit ils sont fixes, c'est-à-dire que le décor est vide, il y a que du blanc, les mecs, et même le photographe est fixe et ne bouge pas, même ses assistants ne bougent pas à côté de lui. Et quand il va se mettre à photographier Jessie, il se met à la badigeonner d'une peinture. Donc évidemment, ça reprend l'image du Pygmalion, quoi. C'est comment dire, l'artiste, l'artisan, je sais pas, l'artiste plutôt, qui travaille à la terre, qui crée sa muse, qui crée son inspiration, qui crée son machin, en la façonnant avec les mains. Sauf que là, il la façonne pas vraiment, il lui met juste de la peinture, donc il y a le geste, mais il y a pas le sens. Et encore une fois, c'est ce qui m'emmerde toujours avec Winding Refn, c'est qu'il y a la surface, mais il y a pas le sens. Il met plein de trucs, plein de surfaces de choses, en pensant que c'est ça le sens, alors qu'en fait, comment dire ça? C'est comme une bouteille de coca vide. Il y a le logo, il y a la marque, il y a la bouteille, mais il y a pas le contenu. Donc c'est presque ça, mais il y a pas ce qu'il y a dedans. Et comme il y a pas ce qui est dedans, c'est-à-dire le truc qui se boit et qui a du goût, bah vous avez pas le message complet. Si vous pensez à coca et que vous voyez qu'une bouteille vide, vous pensez pas vraiment au coca, vous pensez à l'habillage du coca. Voilà, pour moi c'est ça un film de Winding Refn, c'est une bouteille de coca vide, éclairée avec des néons. Attention. Un tout petit peu de lumière et allez, un petit peu de lumière ici aussi. Voilà. Alors, est-ce que j'ai autre chose à mettre? Ça fait vraiment gros troll, mais pour moi c'est ce que le film fait. Je essaye de vous représenter ce que pour moi le film fait. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors oui, je parle des lumières. Un peu d'honnêteté. Il y a des scènes qui sont tournées en extérieur, ou des scènes dans lesquelles on parle vraiment de la réalité du métier, le moment où elle va signer son contrat par exemple, et ces scènes-là sont tournées en lumière naturelle. Ah, magnifique. Enfin, il n'y a pas un néon, c'est moi le moment où je suis content, c'est ah putain, il n'y a pas de néon. Et donc il y a ces scènes-là qui ont du coup ce rendu plus naturel. Au niveau de la lumière, ce qui est intéressant, ce qui passe bien, le fait de mélanger les deux est intéressant parce que en gros les lumières très travaillées sont quand même réservées au monde de la mode et au monde qui entoure Jessie, les décors dans lesquels elle est. Donc il y a quand même vite fait un travail de la lumière, mais c'est juste du coup les répertorier en différentes catégories et je sais pas si c'est pas très profond. Oui, d'accord, les lumières sont plus travaillées dans le milieu de la mode. C'est photoshopé, c'est retouché, c'est pas le réel. Ok. Et toi aussi, tu fais pas du réel vu que tu fais que des lumières en néon partout et des trucs débiles. Entre guillemets.
Bon, et puis je pourrais dire encore beaucoup de choses sur le symbolisme. Il y a une scène dans son hôtel, pas compris à quoi elle servait. Il y a le personnage de Keanu Reeves, pas compris à quoi il servait non plus. C'est une menace en plus qui pèse sur le personnage. La scène dont je parle avant, si vous, c'est la scène pour laquelle on va voir Keanu Reeves pour la première fois. Si vous avez déjà vu le film, vous savez de quoi je parle. Pas compris ce que c'est censé aborder, montrer que le métier est dangereux, ou montrer que c'est dangereux pour elle de venir ici. Ouais, un peu basique quand même. Et tout le truc avec le personnage de Keanu Reeves lui-même, j'ai pas vraiment compris à quoi il servait. Et ça fait très dans le symbolisme, ce qui a pas beaucoup de sens non plus. Il y a alors un symbolisme qui a un peu plus de sens. Travail du son. Il y a une scène où Jessie doit faire une démonstration de catwalk. Vous savez quand les mannequins traversent les podiums et donc elle doit montrer sa démarche. Et il y a un truc tout bête pour montrer. Alors voilà, comme Elle Fanning elle-même n'a pas tout ce que le personnage est censé avoir, il trouve des astuces pour essayer de nous faire comprendre qu'elle est supérieure aux autres. Et dans les astuces pour essayer de nous faire comprendre qu'elle est supérieure aux autres, quand les autres marchent, font leur catwalk, il y a toujours le moment où il y a le retourné. Alors je peux pas trop le faire parce que je suis un peu entouré de fils partout, donc je vais m'étrangler si je le fais. Mais en gros, elle marche, elle arrive, elle fait sa pause, son machin, et puis après elle se retourne, elle s'en va, etc. Et au moment où elle se retourne, toutes les nanas qui défilent avant Jessie ont un bruit de crissement, de chouinement, leurs chaussures qui dérapent sur le sol. Et ça fait un gros à chaque fois qu'elles tournent, donc à chaque fois elles avancent, normalement elles font leur tac, tac, et à la fin c'est ça fait une espèce de vieux truc. Alors c'est pas aussi prononcé que ça, mais on entend effectivement ce petit truc, et quand Jessie marche, là on entend que le bruit des pas, il y a aucun petit dérapement, aucun petit machin. Alors oui, là d'accord, j'ai compris la scène, très bien. Là ça passait. Le truc a été insupportable jusqu'au bout, parce que même le générique de fin n'a pas de sens. C'est-à-dire que après tout ce film, après la scène qu'on a eue, la vraie scène de fin, pas parce que j'ai dit vraiment que ça finissait dans un bain de sens, c'est une avant-scène de fin, il y a encore une scène après, une ou deux, et ensuite on a le vrai générique qui arrive. Et quand le vrai générique arrive, on a d'un seul coup un plan sur le sol craquelé d'un désert. Et on a des plans comme ça, avec le soleil qui se couche. Alors il y a deux choses, soit le soleil qui se couche est un symbole de la fin du film, soit ces plans ne sont là que parce qu'il les a trouvés jolis pour filmer, pour faire un générique. Mais pour le reste, ça n'a aucun sens. Ça se passe a priori dans le désert du Nevada, donc aux alentours de... alors non, le Nevada ce serait plutôt aux alentours de Las Vegas. Ça se passe aux alentours de Los Angeles. Je crois que les montagnes sont à peu près les mêmes que celles de Los Angeles, donc il doit y avoir un message par rapport à Los Angeles. Genre, Los Angeles c'est une terre désertique ou un truc dans ce genre-là. Peu importe, je peux pas comprendre ce symbole si tu me le mets juste comme ça, sans lien quelconque, sans avoir tenu un propos dans le reste du film. Et même le propos qui est tenu, il est pas lié à LA lui-même. Je veux dire, LA c'est pas que les mannequins, ou c'est pas que Hollywood. Il y a autre chose à Los Angeles. Il y a d'autres gens qui y vivent, donc tu peux pas parler du mannequinat et après essayer de nous dire un truc sur le mannequinat en nous représentant un terrain vague qui représenterait la sécheresse de Los Angeles. Si c'est ça le truc, parce que je suis presque sûr que ce n'est que parce que c'était joli. Il est en train de tourner dans le coin, je pense qu'il a fait cette scène-là au même moment que quand il a fait la scène avec la voiture. Il y a un moment où elle va voir la lune en voiture avec son mec, et ils sont au sommet d'une des collines de Los Angeles. Je suis persuadé qu'il a fait ça en attendant de pouvoir tourner sa scène, en attendant que la nuit tombe, pour la vraie scène qu'il voulait tourner, et il s'est dit, tiens, là, il y a le soleil qui tombe, oh tiens, on va filmer, c'est joli. Vraiment, pour moi, ce mec réfléchit comme ça, et c'est pas comme ça qu'on fait des films intéressants, c'est ni au niveau de la recherche, ni au niveau du cinéma narratif traditionnel, ça n'a rien d'intéressant dans aucun des deux domaines. Je comprends pas pourquoi on célèbre des trucs comme ça. Bon, après, cela dit, je sais pas si on va le célébrer ou pas, il vient de sortir, mais... Et il a rien eu à Cannes. Ça, j'en suis content. Et parce que rien que le prix de la mise en scène pour Drive, vous êtes sérieux? Prix de la mise en scène parce qu'il a éclairé le méchant en rouge, gentil méchant en rouge, et la nana en vert, parce qu'elle est taciturne, ou non, c'est la nana en rouge parce qu'elle est chaude, et le mec en vert parce qu'il est taciturne. Brillant, magnifique. Personne n'avait jamais fait avant d'associer ces couleurs avec ces personnalités. Et justement, là, c'est une association de couleurs qui marche bien. Normalement, le rouge pour la chaleur ou l'agressivité. D'ailleurs, ça peut être les deux. Rien que dans les couleurs, il peut y avoir des trucs dangereux. Le générique de ce film, il y a que du rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaleureux, sexuel ou mort. Ça peut vouloir dire les deux parce qu'il aime bien les deux. Donc voilà, choisis ton sens, fais ta soupe. C'est pas comme ça que ça marche le cinéma. Le cinéma, c'est pas votre soupe. Vous êtes persuadé que ça fonctionne comme ça parce que vous avez toujours fonctionné comme ça. Le cinéma, c'est pas votre soupe.
Le cinéma, c'est ce qu'on vous a préparé. Si ensuite vous en faites de la soupe, c'est votre problème. Mais normalement, le cinéma, c'est ce qu'on vous a préparé. Et lui, il prépare rien. Ou alors, il prépare de la soupe. C'est-à-dire, il met un peu ce que tout le monde, le plat le plus connu, quoi. On fout de l'eau, des trucs à cuire dedans, et puis c'est pas trop compliqué, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. Je comprends pas qu'on puisse se trouver qu'il y ait une recherche intéressante chez ce mec. Peut-être qu'il y en a une, cela dit. Il faudrait que j'essaye de regarder, mais en tout cas, ce n'est pas The Neon Demon qui va me le prouver, et je ne vous conseille pas d'aller le voir si vous n'êtes pas un fan de Winding Refn. Si vous êtes un fan, vous m'aurez pas attendu de toute façon, vous aurez même pas regardé ma critique. Ça sert à rien, mais pour ceux qui ont à peu près mon goût en Winding Refn, non, c'est pas avec lui que vous allez l'apprécier plus. Voilà, j'espère que ça n'a pas fait trop de cliquetis, ce petit machin là, parce que ça pourrait être emmerdant. Hop, encore une lumière en moins. Et je vais donc vous laisser ici, parce que voilà, ça sert pas non plus à grand chose de gueuler pendant 3 plombes. Allez, on va rallumer ça, et on va rallumer ça. Et moi je vais enlever ça. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.